Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la présentation du programme de formation scientifique pour l'école maternelle. Je m'appelle Catherine Hubinon, je suis membre du service de production pédagogique et je suis référente pour les sciences. Durant cette présentation, n'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir vous repérer dans le programme version papier ou tout simplement pour prendre des notes. Commençons par la structure de la discipline. Je vous invite pour cela à prendre le volume 3 à la page 112. Voyons ce que nous allons y découvrir. Alors tout d'abord, on y trouve une introduction qui contient une démarche, un tableau de compétences, 4 champs, donc 4 grands chapitres qui structurent cette discipline. Ce sont les vivants, la matière, l'énergie et l'environnement. Ensuite, nous avons un glossaire et une bibliographie. Alors, chose importante aussi, donc dans toutes les pages du programme, vous allez découvrir une articulation page de gauche, page de droite. Donc ça, je vais revenir dans un instant, mais donc c'est vraiment ce qui caractérise notre construction de programme. Alors ici, donc voici le tableau de compétences. Il se trouve à la page 123. Il s'agit des compétences larges, vraiment qui chapeautent la discipline. Nous en avons 3. La première, c'est donc manifester dans son vécu scolaire divers signes répondant à ses besoins physiologiques pour assurer notamment sa croissance. Parallèlement à cette compétence, nous avons des repères donc qui sont en progression de accueil M1 jusqu'au M3. En accueil M1, ici, vous voyez que les caractères sont écrits en italique. Ça veut donc dire que c'est un ajout de notre réseau. Alors quand c'est un ajout de notre réseau, ça veut dire que nous estimons que les enfants peuvent déjà commencer à travailler cette compétence, mais par contre, nous ne devons pas attendre que tous les enfants maîtrisent cela fin d'année scolaire. Donc c'est là la petite nuance entre un attendu et un repère. Ici, le repère proposé pour accueil M1, il s'agit de réagir à un besoin physiologique en adoptant l'attitude adéquate. Et donc les attitudes sont manger et boire, se rendre aux toilettes et se moucher. On voit qu'on progresse donc jusqu'à M3, où là, les attendus seront donc manger et boire, respecter les règles d'hygiène, se protéger du froid et du soleil et se reposer. La compétence 2 est adapter sa tenue vestimentaire en fonction des observations de la météo. Et donc là aussi, on voit progression, voilà ce qu'on attend en M1 jusqu'au M3. Là aussi, en M1, on voit que c'est écrit en italique, c'est donc un ajout de notre réseau. Donc on estime qu'on peut déjà commencer à travailler cette compétence avec les élèves sans attendre que tous les enfants le maîtrisent fin d'année. Et enfin, la compétence 3, elle concerne uniquement les 3e maternelles. Et donc là, il s'agit de trier des déchets pour respecter l'environnement. Voici donc les 3 grandes compétences qui chapeautent la discipline. Voilà, alors ici l'exemple de double page gauche-droite dont je vous parlais tout à l'heure en présentant la structure de la discipline. Donc cette double page, si vous souhaitez suivre dans le volume papier, elle se trouve à la page 144. En page de gauche, on va trouver les contenus d'apprentissage, donc les savoirs et repères en progression de accueil M1 jusqu'au M3, ainsi que les savoir-faire et leurs repères. En page de droite, on va plutôt trouver les pistes didactiques. Donc à chaque fois, à gauche, les contenus d'apprentissage à travailler, à droite, des exemples pour vous donner des pistes didactiques. En page de gauche, donc ici on est dans le monde végétal, le tout premier bandeau tout en haut, 1.3, s'appelle la rubrique. En dessous, le deuxième bandeau, on l'appellera la rubrique spécifique. En dessous de ces deux bandeaux, eh bien, on a les savoirs qui sont marqués par un petit V, et puis les savoir-faire par une petite flèche horizontale. Parallèlement à chaque savoir et chaque savoir-faire, on a donc les repères, donc ce que l'on travaille précisément avec les élèves. Alors quand on voit que dans le bandeau accueil M1, c'est vide mais qu'il y a une flèche oblique, ça veut dire que c'est en progression, donc c'est en apprentissage, donc vous pouvez déjà aborder cette notion, mais pas encore attendre quoi que ce soit des élèves. Et puis en M2, donc ici si je prends le premier savoir qui s'appelle les noms des végétaux, eh bien on voit qu'en M2 il y a quelque chose mais qui est en caractère oblique. Et donc ce repère, c'est un ajout du réseau, même principe que pour la page précédente. Donc vous avez les savoir-faire sur cette page de gauche, et puis en page de droite, plusieurs cadres structurent la page. Tout d'abord les concepts clés,
Dans les concepts clés, c'est vraiment pour l'enseignant. Donc c'est pas du tout ce qu'on attend que les enfants maîtrisent, c'est vraiment pour l'enseignant. C'est ce qu'on appelait autrefois l'analyse matière. Eh bien, on est à ce niveau-là. Donc ici, on a choisi des concepts que l'on voulait définir pour peut-être clarifier les choses avec vous. Donc ici, on voit qu'on définit les végétaux. Qu'est-ce que c'est les végétaux? Et puis parfois, dans ce cadre, comme il est limité, on ne sait pas tout définir. Et donc parfois, vous trouverez des astérisques. Lorsque vous voyez un astérisque, ça veut dire qu'il faut aller voir dans le glossaire et que donc le mot est défini à l'intérieur du glossaire. À côté du cadre concept clé, à droite, vous avez les balises essences. Et donc là, on est vraiment dans les conseils méthodologiques. Donc on vous dit, ben voilà, quand on travaille le monde végétal, ben c'est bien d'aller le voir vraiment dans son contexte. C'est intéressant d'aller observer les végétaux en milieu naturel. Donc ça, c'est pour vous résumer le contenu de ce cadre. Balises essences. En dessous, vous trouvez des pistes pour l'apprentissage. Donc là, en fait, le principe, c'est qu'on choisit en page de gauche un savoir-faire que l'on illustre en page de droite. Donc ici, il y avait un seul savoir-faire, c'est d'écrire un végétal rencontré dans le vécu scolaire pour le comparer à un autre végétal. Donc on va illustrer ce savoir-faire. On l'illustre toujours avec des photos. En général, on va sur le terrain prendre les photos ou en classe, donc voilà. Et donc ici, vous voyez ce qui était travaillé avec les enfants. On a donc observé et comparé des arbres, des fleurs, des végétaux dans leur milieu naturel, dans le potager. Alors, à droite des illustrations, nous avons aussi un cadre qui contient les interactions. Et donc dans les interactions, on voit vraiment les consignes données aux élèves et puis toutes les questions qu'on leur pose pour les rendre acteurs de leur apprentissage, pour les faire réfléchir, pour vraiment animer l'activité. Et donc ici, on a comme exemple, que vois-tu sur cette plante, sur cet arbre et celui-ci? Y a-t-il des feuilles, y a-t-il des bourgeons? Montre-les. Montre-les sur les deux plantes. Qu'est-ce qui est le même? Qu'est-ce qui est différent entre ces deux végétaux? Etc., etc. Donc évidemment, ce n'est pas limité. Vous pouvez bien sûr vous approprier toutes ces pages de droite. Donc nous, on vous lance des pistes. À vous de vous les approprier, de les modifier, de les compléter. Donc ça, n'hésitez pas. C'est évidemment pas figé du tout ce que l'on propose en page de droite. Ensuite, vous avez une partie qu'on appelle les exemples de structuration. Donc, la chose toujours bien importante, évidemment, de ne pas manquer de structurer les apprentissages avec les élèves. Ici, deux exemples de structuration. Le premier panneau montre la comparaison entre deux arbres. Donc, on a comparé deux arbres et donc on indique ce qu'on a pu observer. Et puis, le deuxième panneau, là, c'était à propos des légumes du potager. Même chose, on a observé les légumes de potager et qu'est-ce que l'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a pu observer? Et enfin, dans la page de droite, nous avons un cadre qui s'appelle « Ce qui permettra à l'élève de ». Et donc là, à chaque fois, on vous montre, tiens, ce que vous travaillez là maintenant en maternelle, eh bien, c'est réactivé plus tard. Donc ici, on voit que ce qu'on travaille là aujourd'hui en maternelle, c'est réactivé en 3e primaire et puis en 5e primaire. Alors ça permet aussi d'établir des ponts avec vos collègues du primaire. Donc se dire, voilà, puisque je travaille déjà ça en maternelle, ça serait intéressant que mes collègues de 3e et de 5e primaire, on discute ensemble et qu'on voit comment on aborde ce savoir ou savoir-faire là avec les élèves. Comme ça, on peut voir la progression de maternelle jusque P3 puis P5. Ça permet donc non seulement d'établir le dialogue avec vos collègues du primaire, mais ça permet aussi de valoriser votre travail. Vos collègues du primaire se rendent compte, tiens, ce que je fais maintenant moi en primaire, ça a déjà été abordé en maternelle. Ce n'est pas tout nouveau pour les élèves, c'est déjà quelque chose qui était abordé. Donc ça permet aussi de valoriser votre travail en maternelle. Alors voici maintenant un exemple de double page gauche-droite, mais un peu plus particulier, il concerne la démarche. Donc c'est une double page qui illustre une démarche d'investigation et on peut voir en page de gauche qu'on ne dit pas savoir-faire tout court, mais on dit savoir-faire articulé de la démarche. Alors si vous souhaitez suivre, parce que c'est un peu petit peut-être à l'écran, si vous souhaitez suivre dans la version papier, nous sommes à la page 166. Sur cette page 166, on va donc trouver les contenus d'apprentissage. Donc on a tout d'abord le premier bandeau, la lumière et l'électricité, donc c'est la rubrique. Et donc on est dans le champ de l'énergie. On a deux savoirs, donc la lumière et puis une forme d'énergie qui est l'électricité. Parallèlement aux deux savoirs, nous avons des repères. Et puis en dessous, on a le savoir-faire articulé de la démarche. Donc ça veut dire que ce savoir-faire, on vous oblige à le travailler via une démarche d'investigation.
Donc le référentiel compétences initiales en fait a pointé 5 savoir-faire dans toute la discipline. Donc il y a 5 savoir-faire qui ont été pointés et qui doivent être travaillés via une démarche. Celui-ci, il s'agit de repérer la présence ou non de la lumière et de l'ombre laissées par des objets. Celui-ci concerne la 3e maternelle. Alors en page de droite, là vous allez trouver donc toutes des pistes pour pouvoir travailler justement ce savoir-faire par une démarche. On trouve tout d'abord le cadre concept clé, ça c'est la même chose que dans la double page précédente. On a donc des concepts que l'on définit pour vous enseignants, donc pour que vous soyez au clair avec ces concepts-là. On voit également qu'il y a de nouveau l'astérisque qui renvoie au glossaire parce qu'on ne sait pas tout définir dans ce cadre-là. Ensuite, à droite, vous n'avez plus ce qu'on appelait balise et sens, maintenant ça s'appelle amener le questionnement. Il s'agit vraiment de vous donner des pistes pour amener le questionnement auprès des élèves sur le sujet des ombres et de la lumière. Donc, toutes des pistes pour comment faire pour amener ce questionnement auprès des élèves. Vous voyez qu'en haut de ce cadre, il y a 2 pictogrammes. Le premier est rouge avec un point d'interrogation. Ça veut dire que nous sommes dans l'étape du questionnement. Donc, dès que vous repérez ce pictogramme rouge avec point d'interrogation, ça veut dire que nous sommes dans le questionnement de la démarche d'investigation. Ensuite, une double flèche avec un autre pictogramme qui lui est orange et qui a un petit crayon. Donc le pictogramme orange avec petit crayon veut dire que l'on doit garder des traces. Et donc ici, dans amener le questionnement, on va garder des traces de la question de départ, des hypothèses émises par les enfants et de toutes les pistes que l'on envisage d'explorer pour répondre à la question de départ. Donc, chose très importante de pouvoir garder des traces vraiment à chaque étape de la démarche pour pouvoir faire des allers-retours. Donc, vous comprendrez un peu plus tard, je donnerai d'autres exemples. Deuxième étape de la démarche, c'est s'initier à la recherche. Alors là aussi, on a un pictogramme particulier, il est vert avec une petite loupe. Donc, dès que vous voyez le pictogramme vert avec la petite loupe, on est dans la recherche. Et même chose, une double flèche avec le pictogramme orange et petit crayon qui veut dire que l'on va garder des traces de toute notre recherche. Donc quel est le savoir-faire que l'on va investiguer? C'est repérer la présence ou non de la lumière et de l'ombre laissées par des objets. On va travailler sur la taille des ombres et la position de l'objet. Alors, on voit que les photos illustrent ce que les enfants vont rechercher. Donc la première recherche, c'est de déplacer la lampe pour faire varier la taille de l'ombre. Donc on voit qu'ici on a travaillé avec des Playmobil et on voit que les enfants ont donc déplacé la lampe et en déplaçant la lampe, ils constatent que la taille de l'ombre va varier sur le mur. Deuxième investigation, c'est d'observer la forme de l'ombre lorsque l'objet est fixe et que la lampe est déplacée de haut en bas. Donc là, les enfants remarquent que voilà, l'objet il est fixe. Je déplace la lampe de haut en bas et je remarque que la taille et la forme de l'ombre va être modifiée. Donc la forme de l'ombre va changer en fonction de la position de ma lampe. Troisième recherche, c'est de placer correctement la lampe pour que les ombres soient de la même taille. Donc on voit ici 2 Playmobil qui ne sont pas à même distance et on remarque que l'ombre sur le mur, elle n'a pas la même taille. Donc voilà, donc les enfants jouent, manipulent les Playmobil pour pouvoir faire des constatations et que leur représentation des ombres, de la lumière évolue. Sur la droite des photos, on voit également un cadre, donc le cadre avec les consignes données aux élèves et toutes les questions qu'on leur pose. Donc c'est toujours le cadre des interactions avec l'élève, ce qui permet vraiment de rendre l'enfant acteur de son savoir, de son apprentissage. Donc les questions proposées sont par exemple, où est la source lumineuse par rapport au personnage? Pourrait-on la positionner à un autre endroit? Aura-t-on la même ombre, etc., etc. Donc là, je vous inviterai à lire par vous-même. Donc dans ce cadre-là, vous pouvez remarquer que on propose des interactions pour pouvoir rendre l'activité intéressante pour les élèves. Les enfants sont en recherche, en questionnement et donc apprennent par eux-mêmes. Mais bien sûr, votre rôle est primordial puisque les questions que vous leur posez, voilà, ça permet de faire avancer les choses. Ensuite, nous avons la troisième étape de la démarche qui est donc la structuration. Alors, on peut structurer la démarche et on peut structurer le contenu. Je vais y revenir dans un instant. Là, vous avez un pictogramme bleu avec une petite enveloppe. Donc, dès que vous verrez dans les pages du programme le pictogramme bleu avec la petite enveloppe, ça veut dire qu'on est dans une structuration.
Et la même chose, la structuration, je vais devoir garder une trace de la structuration. Donc j'ai également le pictogramme orange qui dit attention, ne pas oublier de garder une trace de cette structuration. Alors 2 exemples de structuration sur cette page. On a tout d'abord une structuration qui montre les étapes de la démarche. Donc on va structurer la démarche en elle-même. Quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée? Première étape, le questionnement. Quelle était la question de départ? C'était comment faire varier la taille et la forme des ombres. Et là, je mets des photos qui montrent les enfants. Donc, on voit qu'on a travaillé non seulement avec des Playmobil, mais on a travaillé aussi dans la cour de récréation grâce au soleil. Les enfants qui se positionnaient par rapport au soleil et qui voyaient leur propre ombre sur la cour de récréation. Deuxième étape de la démarche, c'était donc la recherche. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait en définitive? J'ai déplacé la lampe ou bien le personnage. Et en déplaçant la lampe ou le personnage, je remarque que la taille, la forme change. Et donc, la conclusion, donc la synthèse, qu'est-ce que je retiens de tout ce que j'ai travaillé durant la démarche? Eh bien, je remarque qu'en rapprochant la lampe, je vois que l'ombre grandit. Et deuxième constatation, en déplaçant la lampe, l'ombre change de forme. Donc voilà les 2 constats, les 2 choses, les 2 éléments que l'on apprend durant cette démarche. C'est qu'on peut donc faire varier la forme et la taille de l'ombre. Deuxième panneau proposé. Là, il s'agit de ce que l'on va garder dans le cahier de traces. Donc là, on invite fortement chaque enfant à avoir son carnet de traces où on va pouvoir noter toutes les observations durant les démarches d'investigation. Alors, dans ce carnet de traces, on peut réaliser une dictée à l'adulte sur base de photographies prises durant l'activité. Et donc là, on propose les 2 photos aux élèves et ce sont les enfants eux-mêmes qui vous expliquent, voilà ce qui s'est passé. On a varié la position de la lampe, ou bien j'ai déplacé les personnages. Donc c'est l'enfant lui-même qui vous explique ce qu'il a fait durant l'activité, et c'est vous, via la dictée à l'adulte, qui notez ce que l'enfant vous explique. Voilà donc pour cette page. Alors toujours la dernière partie qui est présente, ce qui permettra à l'élève 2, donc en bas de page. Et donc on voit ce qui est travaillé là en maternelle, en 3e maternelle, c'est retravaillé en 3e primaire et en 5e primaire. On va bien sûr un pas plus loin. Mais donc là, on va retravailler ce concept-là en 3e et en 5e primaire, donc continuité également. Voilà, à présent, entrons dans les champs. Je vous invite à prendre la page 125. Il s'agit de la table des matières du champ des vivants. On y voit les 4 rubriques et les rubriques spécifiques, avec des points identiques d'une rubrique à l'autre. On va voir dans un instant. Voilà, donc je prends la première rubrique, c'est le monde animal, l'être humain. Dans le monde animal, l'être humain, j'ai 5 rubriques spécifiques. Le monde animal, les animaux. Là, j'ai également 5 rubriques spécifiques et on va voir que certaines sont identiques. Ensuite, j'ai le monde végétal. Là, j'ai 4 rubriques spécifiques. Et enfin, distinguer le vivant du non-vivant. Alors, dans l'ancien programme, on parlait des êtres vivants tout court, de façon globale, générale. Ici, on spécifie l'être humain, les animaux, le monde végétal. Donc, on va avoir des attendus pour chaque partie, alors que dans l'ancien programme, on parlait des êtres vivants en général. Alors, on va rentrer donc dans chaque partie. Le monde animal, l'être humain. Première rubrique spécifique, c'est identifier différentes parties de l'anatomie de l'être humain. Et je vois que cette première rubrique spécifique est identique pour les animaux. Identifier différentes parties de l'anatomie des animaux. Alors, le parallèle, ça peut être pour le monde végétal, découvrir les caractéristiques des végétaux. Je reviens à l'être humain. Et donc pour l'être humain, j'ai distingué les 5 sens. Donc deuxième rubrique spécifique, 1, 1, 2, c'est distinguer les 5 sens. Troisième rubrique, c'est identifier les modes de déplacement de l'être humain. Là, je vois que j'ai la même rubrique pour les animaux. Identifier les modes de déplacement des animaux. Quatrième rubrique spécifique de l'être humain, découvrir le besoin physiologique de l'être humain. Là aussi, je remarque que j'ai pour les animaux découvrir les besoins physiologiques des animaux. Et j'ai également pour le végétal découvrir les besoins physiologiques des végétaux. Donc une même rubrique spécifique qui est à travailler dans chaque partie, être humain, animaux, végétaux. Pour l'être humain, la 5e rubrique spécifique est dégager les étapes de la vie de l'être humain.
je remarque que j'ai la même rubrique spécifique pour les animaux. Dégager les étapes de la vie des animaux et également pour les végétaux, dégager les étapes de la vie des végétaux. Alors, si je vais maintenant dans les animaux, qu'est-ce que je n'ai pas de commun avec l'être humain? Eh bien, j'ai caractérisé les milieux de vie. Donc, la troisième, la 1, 2, 3, caractériser les milieux de vie, ben là, c'est spécifique aux animaux. J'ai ensuite pour le végétal, peut-être que j'ai également quelque chose qui est différent, oui. Pour les animaux, j'ai également la 1, 2, 2, qui est identifier les modes de déplacement des animaux. Mais ça, c'est uniquement pour les animaux. Sinon, les autres rubriques spécifiques sont communes avec l'être humain. Pour le monde végétal, eh bien, j'ai déjà passé en revue, je pense, ce qui s'y trouve. Voilà. Et donc, travailler sur le vivant, non-vivant, ben ça c'était déjà bien présent dans l'ancien programme, là il n'y a pas de nouveauté. Voilà donc pour le champ des vivants, pour les attendus de chaque partie. Donc simplement, vous avez ici une vision d'ensemble de ce qui va être travaillé, mais on ne rentre pas dans le détail de chaque savoir-faire. On continue avec les tables des matières. Alors maintenant, on va rentrer dans le champ la matière. Vous trouverez donc cette table des matières à la page 155. On y voit 2 rubriques et 4 rubriques spécifiques. Donc pour le champ la matière, on a une première rubrique qui est la matière et les matériaux, une deuxième rubrique qui s'appelle l'air, l'eau, le sol, et pour l'air, l'eau, le sol, nous avons 4 rubriques spécifiques. Tout d'abord, repérer les différents états de l'eau, ensuite découvrir la présence de l'air, découvrir les éléments constitutifs du sol, et enfin découvrir des éléments météorologiques. Alors bien souvent lorsque l'on a des ateliers en direct, pas ici comme un enregistrement mais en direct, très souvent les éléments constitutifs du sol c'est quelque chose que vous travaillez peu. Donc voilà, donc simplement petit point de vigilance. Sinon je pense que les éléments météorologiques c'est très souvent abordé avec les enfants, état de l'eau également et présence de l'air aussi. À présent, la page 165. Là, nous sommes dans la table des matières de l'énergie, du champ énergie. Pour l'énergie, on voit qu'il y a une seule rubrique. C'est une simple double page qui reprend en fait la démarche les ombres et la lumière que j'ai présentée tout à l'heure. Donc ici, si vous souhaitez la prendre sous les yeux, on est donc à la page 166, ça c'est pour la table des matières. Et si on tourne la page, non, dans 165 pour la table des matières, et puis si on tourne la page, on est à la page 166-167, qui est donc la double page présentée tout à l'heure à propos de l'ombre et la lumière. Ensuite, à la page 169, là nous avons la table des matières de l'environnement, et là on voit qu'il y a une seule rubrique également, mais là, puisque la rubrique n'est pas très explicite, donc on voit simplement le respect de l'environnement, c'est très large. Donc là, je vous invite à tourner cette page de table des matières pour arriver à la page 170. Et à la page 170, vous allez pouvoir voir alors mieux comprendre avec les attendus. Donc, je vais lire avec vous les savoirs et savoir-faire de cette page de gauche. Donc, nous sommes bien dans le respect de l'environnement. On a un premier savoir qui est le respect de l'environnement de la vie animale et végétale, avec des repères en M2 et en M3. Par exemple, utiliser de manière adéquate en situation des termes parmi respecter, trier, récupérer, recycler, protéger, déchets, gaspillage, poubelle, emballage. Et puis on a un savoir-faire qui est s'initier à des gestes respectueux de l'environnement. Et donc là, eh bien, on va demander aux enfants de s'approprier au sein de l'école des gestes respectueux comme limiter les déchets, éviter le gaspillage de matériel, utiliser des contenants réutilisables, jeter les déchets dans la poubelle, respecter les végétaux présents dans l'école, respecter les animaux, économiser l'eau, fermer le robinet, ne pas abuser de la chasse d'eau, économiser l'énergie, fermer les portes, etc., etc. Donc voilà, là on va initier les enfants à des gestes respectueux de l'environnement. Et puis en page de droite, bien sûr, vous avez les pistes pour pouvoir réaliser ces activités avec les élèves. Je vous invite également à tourner la page et à prendre la page 172. Et donc là, on voit que pour le respect de l'environnement, la suite, c'est un savoir-faire qui dit distinguer dans l'environnement proche, l'école et ses alentours, les gestes et les traces du respect de l'environnement et du non-respect de l'environnement. Donc là, on demande vraiment aux enfants de repérer où on voit qu'il y a des traces de non-respect de l'environnement ou des traces de respect de l'environnement.
Et donc là, même chose, en page de droite, les pistes pour pouvoir travailler ce savoir-faire avec les élèves. Voilà donc pour une vue d'ensemble de ce que l'on va travailler, donc quels sont les contenus d'apprentissage dans les 4 champs, les vivants, la matière, l'énergie et l'environnement. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien programme? Là, je vous ai mis simplement un petit tableau très sommaire, mais récapitulatif. Donc en première colonne, vous allez trouver les contenus d'apprentissage de l'ancien programme, et puis, colonne de droite, les contenus d'apprentissage du nouveau programme. Et donc là, l'idée, c'était de vous montrer que qui dit nouveau programme ne dit pas que tout est nouveau. Donc rassurez-vous, vous allez constater simplement quelques changements, et donc notamment en rouge, c'est ce qui n'est plus à travailler. Alors on va commencer par le champ des vivants, donc vous voyez ici sur cette double page, donc on a les êtres vivants, donc je vous le disais tout à l'heure, hein, le terme a changé, on disait les êtres vivants dans l'ancien programme, dans le nouveau on va dire les vivants, et on va spécifier l'être humain, les animaux, le végétal. Et donc là, ben voilà, les êtres vivants réagissent, c'est toujours travaillé dans le nouveau programme. Les organes d'essence également, cycle de vie, diversité du cycle de vie, c'est travaillé toujours dans le nouveau programme. L'appareil tégumentaire et ses fonctions de protection de toucher est toujours travaillé dans le nouveau programme. L'appareil locomoteur également. Par contre, l'appareil circulatoire n'est plus travaillé dans le nouveau programme. L'appareil digestif non plus. Et l'appareil respiratoire non plus. Donc ici, 3 appareils, donc l'appareil circulatoire, l'appareil digestif et l'appareil respiratoire, qui ne sont plus travaillés dans le nouveau programme. Et enfin, vivant-non-vivant, classé vivant-non-vivant, c'est toujours bien présent dans le nouveau programme. Donc voilà, peu de changements. Simplement, quand on travaille les êtres vivants, maintenant on doit travailler spécifiquement tout ce qui concerne l'être humain. On retravaille les mêmes compétences, mais pour les animaux, et puis on retravaille les mêmes compétences pour le végétal. Et puis, on a 3 appareils qui ne doivent plus être travaillés. Ça, c'était donc pour le champ des vivants. Maintenant, les autres champs, voici ce qui change. Alors, l'énergie, c'est en 2e position, maintenant c'est en 3e position dans le programme. Par contre, le contenu d'apprentissage est toujours bien présent. Simplement, au niveau de la lumière, donc vous avez vu qu'on travaille la lumière, mais par contre, le son, dorénavant, n'est plus travaillé en sciences. Le son sera travaillé en musique, donc dans la partie ECA, éducation culturelle et artistique. Au niveau de la matière, c'était en 3e position dans l'ancien programme, ça se trouve en 2e position dans le nouveau programme. Et ici, on va toujours travailler sur les caractéristiques de la matière, mais par contre, on ne va plus travailler les changements d'état de la matière. Donc les changements d'état n'est plus à travailler. Je passe ensuite à l'air, l'eau, le sol. Vous voyez que là, dans l'ancien programme, c'était vraiment un champ à part entière. Il est en position 4. Maintenant, l'air, l'eau, le sol, c'est regroupé dans le champ de la matière. Donc, c'est une rubrique du champ de la matière. Mais par contre, son contenu est toujours travaillé de façon identique dans le nouveau programme. Donc on va toujours travailler sur l'air, les états de l'eau, les différentes formes d'eau dans l'environnement et les caractéristiques du bulletin météo. Donc tout ça se retrouve bien dans le nouveau programme. Maintenant, le dernier champ, on l'appelait autrefois l'homme et l'environnement. Maintenant, ça s'appelle l'environnement tout court. Mais par contre, son contenu est toujours bien présent dans le nouveau programme, il n'y a pas de changement. Voilà donc pour un aperçu de la comparaison ancien-nouveau programme pour les 4 champs. Alors à propos de ces tableaux, donc le tableau que je vous ai montré c'est simplement pour très sommaire, mais pour vraiment faire le focus et mettre en évidence ce qui change. Vous avez sur la salle des profs, donc sur le site internet salle des profs, c'est www.salle-prof.be. Vous trouverez alors des tables de correspondance et des listes de compétences par discipline. Alors, je vais vous montrer un exemple pour sciences, parce que ça existe évidemment pour les autres disciplines. Je vous montre tout de suite un exemple. Voilà, alors la table de correspondance, elle propose en parallèle les contenus de l'ancien programme, première colonne, du nouveau programme, colonne du milieu, et du référentiel Fédération Wallonie-Bruxelles, colonne de droite, donc 3e colonne, la dernière. Alors, dans ce parallèle, on peut voir vraiment ce qu'on appelle la correspondance pour pouvoir se dire, tiens, ça c'était dans le nouveau programme, mais où est-ce que ça se retrouve dans le nouveau programme? Même chose si vous avez déjà pris des repères dans le référentiel, se dire, tiens,
on me parle de ça dans le référentiel, mais où est-ce que je vais le retrouver dans le programme du CEGEC? Donc là aussi, on vous donne la correspondance. Alors, dans la première colonne, vous voyez qu'il y a des caractères écrits en rouge. En fait, quand c'est écrit en rouge, donc c'est le même principe que ce que j'ai montré il y a un instant, en rouge, ça veut dire que c'est un contenu qui n'est plus à travailler. Donc, dès que vous voyez dans cette table de correspondance que c'est écrit en rouge, ça veut dire que ce n'est plus à travailler dorénavant dans le nouveau programme. Dans la deuxième colonne, vous voyez par contre qu'il y a parfois des caractères écrits en bleu. Alors, quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est une nouveauté. Donc, c'est nouveau par rapport à l'ancien programme. Donc ça, c'est juste les deux codes couleurs. En rouge, ce n'est plus à travailler. En bleu, c'est nouveau. Alors, il y a l'autre parallèle, donc c'est la codification, donc la numérotation. Donc, dans l'ancien programme, je vois que, ben voilà, j'ai une deuxième compétence ici. Et ben, je vois tous les numéros où je vais retrouver cette compétence-là dans le nouveau programme. Et même chose dans la colonne référentielle, eh bien si je prends le premier savoir, je me dis tiens mais ce premier savoir, où est-ce que je le retrouve dans le programme du CEGEC? Eh bien là, même chose, on vous donne le numéro et on vous dit que ça se retrouve en 1.1.5 et donc je vais voir en 1.1.5 dans le programme du CEGEC et je retrouve effectivement le même contenu d'apprentissage. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la table de correspondance pour pouvoir, ben voilà, si vous aviez vraiment l'habitude avec l'ancien programme, ben vous pouvez voir le parallèle maintenant avec ancien nouveau programme. Et puis, même chose avec le référentiel. Peut-être que suite aux formations de l'IFC, vous avez déjà pris vos marques dans ce référentiel, mais vous dites, mais comment maintenant je fais pour rentrer dans le programme du CEGEC? Eh bien, vous avez aussi ces correspondances pour vous dire où est-ce que ça se retrouve dans le programme. Ça, c'est donc notre table de correspondance. Et alors, le deuxième outil que vous avez trouvé sur la salle des profs, c'est ce qu'on appelle la liste de compétences. Donc, c'est un autre outil de la salle des profs. Cette liste de compétences, en fait, elle compile tout le contenu des pages de gauche du programme. Et donc, elle propose en parallèle de tous ces savoirs, savoir-faire et compétences, des colonnes. Et dans les colonnes, vous voyez qu'on a mis date des activités. Dans les colonnes, on peut noter les dates des activités qui ont permis de travailler tel savoir ou tel savoir-faire. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire un état des lieux des apprentissages qui ont déjà été réalisés avec les élèves. Alors, si vous placez ce document dans votre journal de classe, eh bien, en un coup d'œil, vous voyez tout de suite ce qui a déjà été travaillé, peu, beaucoup ou bien pas du tout. Donc, si vous voyez que le premier savoir, qui est ici par exemple le nom des matières de matériaux, ben, vous avez déjà trois colonnes complètes, donc vous avez déjà travaillé 3 fois ce savoir. Par contre, d'autres, vous remarquez que par exemple le savoir-faire dégager des qualités de matière, matériaux rencontrés dans le vécu de la classe à l'aide de certains sens, mais vous remarquez que dégager des qualités là, de matière, ben, vous ne l'avez pas encore du tout travaillé, les colonnes sont vides. Donc c'est vraiment en un clin d'œil, vous avez tout de suite un aperçu de ce que vous avez déjà travaillé ou pas encore. Ça, c'est la première utilité possible. Mais il y a bien sûr d'autres utilités possibles à ce tableau. Ça peut être aussi pour planifier vos activités. Donc vous vous dites, ben voilà, je vais peut-être noter au crayon, à telle date je vais prévoir de travailler ce savoir-faire-là, à telle autre date ce savoir, etc. Donc vous pouvez planifier vos activités. Autre utilité, c'est aussi pour noter le nom des élèves qui ne maîtrisent pas encore le savoir ou le savoir-faire. Donc vous avez remarqué que vous avez déjà fait 5 activités qui travaillent tel savoir-faire. Vous remarquez qu'il y a encore 2 enfants qui ne maîtrisent pas du tout. Donc vous notez peut-être dans les colonnes le nom de ces 2 enfants et vous prévoyez ainsi une remédiation pour ces enfants-là. Donc voilà une autre utilité aussi à ce tableau. Il faut savoir que sur la salle des profs, vous allez trouver ce tableau, cette liste de compétences en version PDF ou bien en version Word. Et donc si vous prenez la version Word, dans ce cas-là, vous pouvez modifier le tableau vraiment selon vos désirs. Donc si vous voulez lui donner une autre utilité, ben voilà, vous prenez la version Word et vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Donc voilà un outil qui souvent est apprécié lorsque je le présente, ça s'appelle donc liste de compétences. Voilà, à présent nous rentrons dans la démarche. Vous la trouverez dans l'introduction du programme à la page 114. Cette démarche, en fait, elle est vue sous 2 angles. Le premier ici, il présente la démarche comme une méthodologie au service de l'apprentissage de savoir et de savoir-faire qui sont ciblées dans chaque champ. Alors, elle comporte 4 étapes avec des allers-retours entre chaque étape. Donc, la première étape, c'est amener le questionnement. Deuxième étape, s'initier à la recherche. Troisième étape, structurer et synthétiser, avec une étape transversale qui est garder des traces individuelles et collectives. Cette étape, en fait, elle doit être activée à chaque étape de la démarche.
elle est nécessaire pour pouvoir faire des allers-retours. Sans cette trace, on ne sait pas faire d'aller-retour entre la recherche, le questionnement. Donc ici, par exemple, j'ai amené le questionnement, les enfants se disent, tiens, qu'est-ce qu'un vivant? Ils observent des objets, un caillou, etc. On se dit, tiens, mais c'est un vivant. Non, l'autre, il n'est pas d'accord, c'est pas un vivant. Au final, voilà, on pose la question de départ, qu'est-ce qu'un vivant? On peut utiliser une carte mentale et on met au centre la question des enfants. Donc, qu'est-ce qu'un vivant? Tout autour, on va écrire les hypothèses des élèves. Et puis, on va aller investiguer chaque hypothèse pour aller vérifier si on répond à la question de départ. Donc, on garde une trace, tout en sachant que quand on vit une démarche, on ne la vit pas en 50 minutes de cours. Donc, il va falloir y revenir à cette démarche. Donc, elle va vivre sur plusieurs séquences, peut-être parfois sur plusieurs semaines, puisqu'il faut faire des recherches. Et on ne retrouve pas l'information tout de suite à l'école, donc il faut investiguer un peu plus loin. Donc, de ce fait-là, quand on veut pouvoir faire des allers-retours, si on n'a pas de traces, on a beaucoup de mal à pouvoir y revenir. Donc, si on écrit les propositions des élèves au tableau, après le tableau, on efface, donc on n'a plus de traces. Donc, très important de pouvoir garder les traces des élèves. Donc ici, on va avoir cette carte mentale avec les hypothèses des élèves sur un panneau, par exemple. Et puis, on va se dire, tiens, je prends la première hypothèse des enfants et je recherche. Donc, on va explorer la première hypothèse des enfants, on rentre dans la deuxième étape qui est la recherche. On va rechercher de l'information. Alors là aussi, il y a plusieurs façons de rechercher l'information, mais on le verra tout à l'heure. Et puis, voilà, quand je suis dans cette étape de la recherche, je vais garder des traces de tout ce que je recherche. Je garde des traces de tout ce que je peux constater, de tout ce que j'ai découvert. Ça peut être des schémas, ça peut être des photos, il y a plein de façons de pouvoir garder les traces. Et puis après, quand je me rends compte, la première hypothèse qu'on a investiguée, elle ne donne rien, en fait, elle ne répond pas à notre question de départ. Hop, je reviens alors à ma première trace du questionnement et je regarde la deuxième hypothèse formulée. Alors, je vais investiguer la deuxième hypothèse. Donc, c'était vraiment nécessaire de garder des traces de mon questionnement et de mes hypothèses, sinon je ne savais pas y revenir. Même chose quand je suis dans la troisième étape structurée synthétisée, au final, quand j'ai vécu toute ma démarche, qu'elle est terminée, je vérifie que je réponds à ma question de départ. Et donc là, je me dis, voilà, voici notre question de départ. Donc on réalise un panneau ou une exposition. Il y a plein de façons de pouvoir garder des traces de sa structuration. Et lorsque je structure, je vérifie si j'ai répondu à ma question de départ. Donc je mets en avant ma question et je mets en avant tous les constats que j'ai pu faire pour répondre à ma question de départ. Donc ça, c'est le principe de la démarche ici. Donc je vais travailler la démarche. Donc c'est une méthodologie qui sera au service de la construction d'apprentissage, donc de savoir, de savoir-faire dans les vivants, la matière, l'énergie et l'environnement. Donc ici, ce que je viens de vous expliquer, c'est donc vraiment la démarche, c'est un prétexte, on va dire, pour pouvoir développer chez l'enfant des savoirs et des savoir-faire dans les vivants, la matière, l'énergie et l'environnement. Ça, c'est la première façon d'aborder la démarche. Alors, deuxième façon d'aborder la démarche. Voilà, la démarche, elle est aussi travaillée pour elle-même, pour développer des compétences de chercheur chez l'élève. Alors, le référentiel compétences initiales de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit des attendus par année pour chaque point de la démarche. Et donc, dans ce cas-ci, les savoirs ou savoir-faire véhiculés pendant la démarche ne sont qu'un prétexte, parce que l'idée, c'est vraiment de faire le focus sur les compétences liées à la démarche. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce qui est attendu au niveau du comportement des élèves durant cette démarche pour mieux comprendre. Donc ici, tout d'abord, vous retrouvez le code couleur aussi que je vous ai cité tout à l'heure. Donc le code couleur, le rouge tout d'abord pour l'étape du questionnement, le vert pour la recherche et le bleu pour structurer, synthétiser, sans oublier l'orange qui donc est transversal pour garder des traces. Donc, je vais commencer par la colonne rouge, donc pour le questionnement. Donc, qu'est-ce qu'on attend chez l'élève? Donc, qu'est-ce qu'on doit développer comme comportement, comme compétence chez l'élève? Je vais vous lire le premier. Donc, le premier attendu, c'est on attend que l'élève développe le fait d'exprimer, verbalement et ou non, son étonnement, son questionnement concernant une situation qu'il va rencontrer. Alors, en classe ou lors de visites, etc. Mais donc, on attend que l'enfant exprime ses étonnements. Donc ça, c'est un premier attendu de l'élève. On attend qu'il développe ça. Dans un premier temps, bien sûr, ce n'est pas l'enfant qui, en vivant une première démarche, va tout de suite exprimer ses étonnements. Peut-être certains oui, mais d'autres pas. Et donc, c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre aux élèves. Donc, au départ, c'est vous qui allez les questionner pour faire émerger ces étonnements.
Mais après, c'est l'enfant qui doit développer ce comportement et qui deviendra spontané, l'enfant qui exprimera ses étonnements face à une situation. Ça, c'est un premier attendu au niveau de l'étape du questionnement. Il y en a d'autres, mais donc ça, je vous laisserai les lire à votre aise. Deuxième colonne, donc la recherche. Là aussi, on a donc des attendus à développer chez l'élève. On attend, donc je vais lire le premier, on attend que l'enfant puisse proposer des suggestions de recherche en regard du questionnement qui était posé, et qu'ils puissent aussi évaluer leur pertinence et leur faisabilité. Donc là aussi, au départ, c'est vous peut-être qui allez dire, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas comme ça pour chercher de l'information, etc. Mais après, c'est l'enfant lui-même qui devra dire, on pourra aller... Donc s'il s'interroge à propos de la croissance des plantes, par exemple, on va l'interroger un papy qui fait un potager, ou voilà. C'est les enfants eux-mêmes qui vont devoir proposer les suggestions de recherche et qui vont pouvoir dire, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable parce qu'on connaît personne, ou voilà. Donc c'est les enfants qui vont proposer les suggestions de recherche. Et ensuite, pour structurer et synthétiser, là aussi, on a des attendus à développer chez l'élève. Donc on attend que les enfants puissent rassembler et organiser les informations sous une forme qui favorise la compréhension et qui permet de répondre aux questionnements de départ. Donc là aussi, les enfants vont devoir eux-mêmes aller rechercher dans toutes les traces qu'ils ont gardées pendant les recherches, aller rechercher les traces qui permettent de répondre à la question de départ. Et donc de composer un panneau, de réaliser une expo, ou présenter oralement aux autres classes. Enfin, il y a plein de façons de se filmer. Enfin bon, voilà, il y a plein de façons de le faire, de garder la trace de la structuration. Mais en tout cas, le contenu de cette structuration, c'est les enfants qui doivent le construire, ce contenu. Donc, rassembler les informations, les organiser, ça doit venir des enfants. Dans un premier temps, bien sûr, vous êtes là en soutien. Et puis petit à petit, les enfants vont devenir plus autonomes et développer ces attendus. Voilà donc pour la deuxième vision de la démarche, donc la deuxième façon de voir la démarche. Donc la première, c'était de se dire la démarche, c'est un prétexte, c'est une méthodologie pour au final développer des compétences dans les vivants, la matière, l'énergie, l'environnement. Par contre, la deuxième façon d'envisager la démarche, c'est de la voir pour elle-même, de faire le focus sur la démarche et sur les étapes et donc sur les attendus. Qu'est-ce qu'on attend de développer chez les enfants au niveau de cette démarche? Dans le questionnement, la recherche, la structuration, on a des attendus, on attend que les élèves développent des compétences à ce niveau-là aussi. Moi, je dis toujours des compétences de petits chercheurs scientifiques, c'est un petit peu ça. Voilà donc pour la partie de la démarche. Toujours à propos de la démarche, alors sur la chaîne YouTube de France 5, vous trouverez les aventures de Sid, le petit scientifique. On y voit quelques vidéos qui illustrent une démarche. Alors certaines sont plus intéressantes que d'autres, donc il faut bien sûr faire le tri. Et il faut faire le tri aussi au niveau des contenus qui sont travaillés, puisque certains contenus ne font pas partie des attendus du programme de maternelle. Je pense notamment à la digestion. La digestion, donc voilà, j'ai faim. Donc c'est intéressant cette vidéo parce qu'on voit vraiment les étapes du questionnement, de la recherche d'informations, du fait d'avoir un carnet de traces dans lequel on garde des traces, le rôle de l'enseignant durant le vécu de cette démarche, etc. Donc le côté méthodologie d'une démarche, c'est intéressant. Par contre, j'ai faim, la digestion, ce n'est pas un contenu à travailler en maternelle. Donc voilà, donc simplement, je vous invite à consulter ce site de la chaîne France 5 pour aller peut-être repérer quelles sont les vidéos qui seraient intéressantes pour vous, donc choisir les sujets qui font partie du programme. Voilà donc pour un outil supplémentaire. À la page 116 du programme, vous allez trouver quelques exemples pour amener le questionnement chez les élèves. Alors, on les a classés en 3 types de situations. Donc, comment amener le questionnement auprès des élèves? Eh bien, il y a des situations fortuites. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. L'événement d'actualité sur lequel on rebondit, l'événement vécu par la classe, il s'est passé quelque chose en classe, ou une observation spontanée, donc voilà, hop, on observe quelque chose, et bien voilà, on démarre des situations fortuites. Ça, c'est l'idéal, évidemment, on ne doit rien provoquer, tout vient naturellement, c'est l'idéal. Évidemment, tout le contenu du programme ne sera pas vu si on attend que tout vienne spontanément des enfants. Donc, il y a des moments où il faudra susciter les choses. Et donc, on appelle ça les situations provoquées. Et donc là, c'est une sortie sur le terrain, durant laquelle vous savez que l'on va voir tel ou tel élément, et donc voilà, vous avez un objectif bien précis lors de cette visite, et donc on appelle ça la sortie sur le terrain, mais avec un objectif bien précis, vous savez ce qu'on va y découvrir.
Ça peut être aussi une expérience. Donc voilà, les enfants suivent un protocole expérimental et en faisant l'expérience, ils vont constater qu'il se passe quelque chose d'étonnant. Et donc ben voilà, ils s'interrogent au départ d'une expérience qu'ils ont vécue. Ça peut être aussi une lecture qui interpelle. Voilà, on lit un album et puis il y a quelque chose qui nous étonne, ben, on rebondit sur l'étonnement des enfants pour aller démarrer une démarche d'investigation. Ça peut être aussi observer une manipulation libre. Donc voilà, ben, les enfants là sont plus libres en manipulant du matériel et puis ils s'interrogent en manipulant ce matériel. Enfin, troisième catégorie pour le questionnement, c'est l'appel au vécu. Alors, lors de votre sortie sur le terrain, par exemple, vous avez remarqué plein de choses, mais on ne sait pas tout explorer au retour en classe. Donc, il y a des petites choses que l'on garde dans un petit coin de la tête et on se dit, tiens, vous vous souvenez les enfants, lors de telle visite, on avait parlé de ceci, mais on avait vu ça aussi. Et donc, on fait un appel au vécu, donc on leur dit, tiens, voilà, on réévoque une sortie qu'on a vécue ensemble et on l'utilise comme point de départ pour vivre une nouvelle démarche. Voilà donc quelques points de départ possibles pour amener le questionnement. Donc on voit l'actualité, voilà, tchoum, crise Covid, virus, microbes, etc. Donc voilà, on démarre de l'actualité pour pouvoir investiguer et démarrer une démarche d'investigation. On peut démarrer aussi comme point de départ, donc c'est un jour une question, ce sont des vidéos, donc là c'est aussi sur la chaîne YouTube qu'on les trouve, et donc c'est comme des petits slogans publicitaires, donc c'est des vidéos très courtes, qui montrent quelque chose qui interpelle. Donc voilà, donc c'est vraiment, il y a plein de sujets différents, donc à vous d'aller faire le tri également, mais donc je vous invite à aller consulter un jour une question, c'est vraiment intéressant. On peut aussi proposer des activités culinaires comme point de départ. Donc voilà, pendant l'activité culinaire, les enfants vont faire des constats, vont s'étonner, donc on rebondit sur leur étonnement lors de l'activité culinaire. Ça peut être donc les lectures d'albums. Ici, il y a tout un recueil d'albums qui concerne l'environnement. Et donc là aussi, c'est qui a pillé les poubelles, menace sur la planète Terre, etc. Donc je remarque pendant les lectures, il y a des choses qui interpellent, qui étonnent, et donc on va rebondir là-dessus. Et puis ça peut être aussi l'observation d'animaux. Alors là on voit un petit enfant, en fait, un petit garçon, une petite fille, qui observe un escargot. Et donc voilà, au départ de l'observation d'un animal, on s'interroge, tiens, comment ça se fait ces antennes, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans la coquille, etc. Donc voilà, les enfants se questionnent et on démarre alors une démarche de recherche au départ de l'observation d'animaux qui ont fait émerger des questions auprès des enfants. Voilà donc pour l'étape du questionnement et les différentes pistes possibles. Alors les questions, en fait toutes les questions qui sont posées par les élèves, elles ne sont pas forcément des questions de recherche. Donc il va falloir s'approprier les questions et les transformer. Donc souvent, les enfants demandent pourquoi, etc. Et donc voilà, donc les pourquoi, ils vont pas permettre de vivre une démarche d'investigation. Donc votre rôle va être de transformer les pourquoi des enfants en comment. Donc il s'agit de s'approprier une question. Donc il s'agit de transformer les questions des élèves en questions de recherche. En sciences, on s'intéresse plus au comment des choses, c'est-à-dire à la description des phénomènes, plutôt qu'au pourquoi. Parce que le pourquoi, il apporte des réponses trop philosophiques. Le principe donc consiste à convertir les pourquoi en comment. Alors à ce propos-là, vous avez Sabine Darro et son équipe qui ont écrit des documents intéressants justement sur tout le côté démarche. Et tout à l'heure, je vous présenterai aussi le site internet de Sabine Darro et son ASBL Hypothèse qui permettent de pouvoir retrouver plein d'informations. Donc là, n'hésitez pas à les lire, et je pense notamment au carnet de traces lorsqu'on vit des démarches, etc. Donc il y a tout un écrit à ce propos. Alors donc, un exemple, c'est pourquoi l'eau se transforme en vapeur. Alors le pourquoi, si on y répond réellement, ça sera à une température de 100 degrés, l'eau bout, les molécules montent, etc. etc. Mais ce n'est pas adapté à l'âge des enfants. Par contre, si on dit comment l'eau se transforme en vapeur, là c'est adapté à l'âge des enfants. Et donc on peut leur dire, quand on chauffe l'eau, de la fumée sort de la bouilloire, cela s'appelle de la vapeur. Un miroir placé au-dessus de la vapeur nous montre des gouttelettes. En fait, c'est de l'eau, c'est l'eau qui est contenue dans la bouilloire. Donc on va rester, donc en maternelle, on va rester sur des constats, on va donner des premières explications simples, mais l'important c'est de maîtriser la démarche. Je me questionne, je recherche de l'information, et au final, qu'est-ce que je constate, qu'est-ce que j'ai découvert en répondant à ma question de départ. Donc ça, c'est vraiment primordial.
On ne rentre donc pas dans les explications de phénomènes scientifiques. Ce n'est pas encore adapté à l'âge des enfants. Exemple, jouer avec des aimants. Donc souvent, quand on est en live lors des formations, ben, les participants me parlent souvent des aimants. Et donc les aimants, ben, ce n'est pas un contenu d'apprentissage que l'on retrouve en maternelle. Donc on peut jouer avec les aimants, oui, constater des choses, mais pas essayer de comprendre le phénomène physique qui est caché derrière. Ce n'est pas encore adapté à l'âge des enfants. Voilà donc pour le fait qu'il faut transformer les questions des élèves. Alors, je vous parlais de la carte mentale tout à l'heure, donc voilà l'exemple. Donc, au niveau des traces à réaliser à chaque étape, ben, la carte mentale, elle est intéressante. On peut y placer la question de recherche au centre, les hypothèses émises par les élèves tout autour, aller explorer chacune à son tour. Et puis, au fil des recherches, ben, on peut revenir à cette carte mentale et faire évoluer les représentations des enfants. Donc leurs représentations initiales, ben, elles sont là autour de la question de départ. Et puis ben, quand on y revient, ben, on valide. Ça, on valide. On a découvert, c'est vrai, c'est correct. Hop, on peut valider. Ça, par contre, on barre. C'est incorrect. On n'a pas pu, ça ne s'est pas vérifié, on peut barrer. Et donc rien qu'avec ce visuel, ben, ça permet vraiment de faire évoluer les représentations des enfants. Donc ils voient que ça évolue dans le temps. Donc c'est vraiment une technique intéressante. Donc à ce sujet-là, ben, voilà, il y a des auteurs qui en parlent également. C'est vraiment intéressant pour faire évoluer les représentations des élèves. Alors, à propos de la démarche, donc vous aurez remarqué qu'il y a 2 points vraiment très importants. Le premier, c'est donc qu'il faut comprendre que la démarche se construit de manière systémique en faisant des allers-retours vers les questions, les représentations posées au départ pour construire des explications aux questions posées. Donc, si on n'a pas ce jeu d'aller-retour, ben, on ne sait pas construire les choses. Donc, vraiment, ce jeu d'aller-retour, il est essentiel pour pouvoir répondre à la question de départ, et donc vraiment vivre ce qu'on appelle une démarche d'investigation. Et le deuxième point essentiel, que pour faire ces allers-retours, il faut garder des traces. Donc il faut vraiment ne pas oublier de garder des traces à chaque étape de la démarche pour pouvoir faire cet aller-retour. Voici maintenant quelques exemples qui sont extraits des pages de droite du programme. Elles permettent d'illustrer justement l'étape de la recherche. Donc, on peut rechercher de l'information via l'observation. Donc, la première photo, on peut voir que on observe un animal et en observant l'animal, ici c'est un lapin, on peut remarquer comment il se déplace par exemple. Donc, on va retrouver de l'information en observant directement l'animal. Je peux aussi trouver de l'information en interrogeant une personne ressource. Là, je vais interroger un monsieur qui est dans son potager. Et alors là, je peux me rendre compte aussi que je peux faire des ponts avec d'autres disciplines. Quand je vais interroger une personne ressource, avant de partir sur le terrain à l'interroger, je vais préparer mes questions. Et puis sur place, je vais donc préparer ces questions. Donc là, on est dans la langue française. Je peux également, sur place, je vais interroger la personne. Donc prendre la parole, le savoir parler. Et puis le savoir écouter. Je vais écouter la personne et retenir l'information qu'il me donne. Donc voilà, un exemple de quelques ponts que l'on peut faire avec la discipline de formation scientifique et d'autres disciplines, ici en l'occurrence le français. Donc, autre façon de trouver de l'information, c'est d'aller interroger une personne ressource. Troisième façon, c'est vivre une expérience. Donc, je vais aller semer des graines et observer ce qui se passe. Donc là aussi, une façon de trouver de l'information, voilà, c'est de vivre l'expérience. Donc, je sème des graines et puis je vais voir ce qui se passe. Quatrième image, là, je peux aller visionner des capsules vidéo qui permettent soit de valider ou non mes hypothèses. Je vais aller trouver l'information dans des capsules vidéo. En dessous, vous voyez une autre image, une petite fille qui court avec un sac. Donc elle va observer la présence de l'air dans le sac. Quand elle court, elle se rend compte que le sac se gonfle d'air. Donc elle vit l'expérience. Autre expérience vécue par les enfants aussi, c'est de sentir, à l'aide du toucher, la présence de l'air. Une petite fille qui écrase la bouteille, on dit la bouteille elle est vide. Ah non, tout compte fait, elle n'était pas si vide que ça, parce que je remarque que quand je l'écrase, il y a de l'air qui sort. Et enfin, autre façon de trouver de l'information, je vais en bibliothèque, je vais dans les livres. Et donc là aussi, je vais aller identifier dans le livre. Donc c'est identifier quel est le livre qui répond à ma question de départ. Donc ici, c'est la croissance des plantes. Et donc je me dis, déjà dans la bibliothèque, identifier les livres qui parlent de plantes. Dans les livres qui parlent de plantes, je les ai repris sous les yeux. Et puis quand j'ai le livre, je
passe en revue les pages parce que toutes les pages ne vont pas parler de l'information que je suis occupée à rechercher. Et donc je vais mettre des petits marque-pages, des petits post-it quand je trouve les images, ici lecture d'images, donc on est dans le savoir lire, dans la lecture d'images, je me dis tiens cette image-là elle a l'air de répondre à ma question. Donc je pointe la page, elle répond à ma question. Donc voilà une autre façon de trouver de l'information aussi, c'est d'aller dans les livres. Alors voilà quelques idées pour structurer et synthétiser également. On voit ici des extraits de blogs. Pinterest aussi montre parfois de jolis panneaux de structuration. Donc le premier exemple, c'est un carnet de traces, des fiches d'expérience. Le deuxième panneau, c'est un panneau qui structure les étapes d'une démarche. Donc ici, au fur et à mesure qu'on vit des démarches avec les élèves, ils se rendent compte qu'on passe toujours par les mêmes étapes. Et donc un jour, on se dit, voilà, maintenant on va faire un panneau qui structure les étapes d'une démarche. Et donc ici, la première étape, c'est je me pose une question. La deuxième, c'est je formule une hypothèse. 3, c'est je planifie ma démarche. 4, je fais mon expérimentation. Et enfin 5, je réponds à ma question de départ. Donc voilà un panneau qui structure les étapes d'une démarche. Le troisième panneau, c'est le panneau qui structure le quoi. Donc qu'est-ce que j'ai découvert après avoir investigué? Eh bien ici la question de départ c'était à quoi sert l'eau? Eh bien j'ai découvert que l'eau elle sert à boire, à tirer la chasse d'eau, à prendre un bain, etc. Donc là c'est un panneau qui structure tous les constats que j'ai faits suite à toutes mes recherches. Donc important d'avoir un carnet d'observation. Au niveau de la structure, donc là on voit des écrits, mais la structure peut se faire oralement aussi, alors collectivement ou individuellement. Je peux aussi faire des enregistrements vidéo ou audio. Donc on va utiliser tablette, caméra ou autre, et donc on peut faire des enregistrements. Donc là aussi on peut faire des ponts avec d'autres disciplines et enregistrer notre structuration, réaliser un... Alors utiliser aussi, parfois certains me disent on utilise un Padlet, où on va déposer, donc ça c'est un site internet où on dépose différents documents, et donc comme ça les parents étant à l'extérieur peuvent, durant le COVID, la période confinement, Covid, etc., on utilisait pas mal cet outil-là qui permettait de garder le lien avec les parents, leur exposer des choses, c'était un peu des expositions virtuelles, et donc on venait déposer alors sur ce Padlet tous les travaux des enfants. Alors soit cette exposition je la fais en virtuel sur un site internet où les parents, les personnes extérieures peuvent venir voir, ou bien je le fais en réel dans l'école, je réalise une exposition. Donc voilà différentes façons de structurer et de synthétiser, puis de communiquer tout ce qu'on a découvert aux autres. Ça peut être aux parents, aux autres classes, etc. Quelques idées enfin pour garder des traces. Donc ça on l'a largement évoqué précédemment. Donc on va garder des traces des questionnements, des hypothèses, des essais, des résultats et des constats. Ça peut être des affiches avec les questions de départ, les hypothèses, le carnet de traces individuel collectif. Et donc là, dans le petit encadré, vous verrez que l'importance de votre rôle durant tout le vécu de la démarche. Donc vous devez vraiment inviter les enfants à aller écrire, à aller dessiner leurs constats dans ce carnet de traces, les questionner pour pouvoir qu'eux-mêmes vous explicitent ce qu'ils dessinent, et donc via la dictée à l'adulte, vous notez ce que les enfants vous expliquent. Donc ça c'est vraiment important aussi, parce que dans un mois, les enfants ne sauront peut-être plus ce qu'ils ont dessiné, donc hyper important que vous puissiez noter ce que l'enfant vous explique. Alors, nouveauté à propos de cette démarche, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais donc dans le référentiel Fédération Wallonie-Bruxelles, 5 savoir-faire ont été épinglés pour être travaillés par une démarche. Donc vous allez les trouver dans les pages que je vais afficher dans un instant. Voilà, donc à la page 138, dans Identifier le mode de déplacement des animaux, les enfants de 2e maternelle et puis encore en 3e maternelle vont vivre une démarche sur ce sujet. En page 142, les enfants de 3e maternelle vont vivre une démarche pour dégager les étapes de la vie des animaux. En 2e maternelle et puis encore une fois en 3e maternelle, donc à la page 148, les enfants vont vivre une démarche pour découvrir les besoins physiologiques des végétaux. Le sujet suivant, c'est repérer les différents états de l'eau. Là, on est à la page 158, et là, les enfants vont vivre cette démarche en 2e maternelle. Et enfin, celle que j'avais illustrée au début, la lumière et l'électricité. Donc là, c'est en 3e maternelle, c'est à la page 166. Et donc là, c'est une démarche que les enfants vont vivre également. Donc on voit au final, donc on a 5 sujets qui doivent être travaillés par la démarche. Donc on les appelle les savoir-faire articulés de la démarche. Donc il s'agit de ces 5 pages-là.
Et vous voyez que parfois, on vit la démarche en deuxième maternelle et on la revit, donc on la vit une deuxième fois en troisième maternelle. Par contre, certaines démarches ne sont vécues qu'en troisième maternelle et d'autres ne sont vécues qu'en deuxième maternelle. Donc au final, ces 5 sujets-là, puisque parfois ils sont doublés, donc les enfants vont vivre 7 démarches complètes sur leur parcours à l'école maternelle. Donc voilà, donc il n'y a pas 7 sujets différents, il y a 5 sujets différents qui sont vécus via une démarche, mais comme certains sont doublés, une fois en deuxième, une fois en troisième maternelle, ça fait au total 7 démarches complètes à vivre sur la scolarité en maternelle. Tout en sachant qu'en première maternelle, il n'y a pas de démarche d'investigation à travailler de façon rigoureuse, donc en passant vraiment par toutes les étapes, etc. On peut bien sûr déjà aborder cette méthodologie avec les enfants de première maternelle, mais en tout cas, il n'y a pas d'attendu pour l'élève de première maternelle. Donc voilà, les attendus, ils sont ici en deuxième et en troisième maternelle. Ils sont vraiment pointés explicitement dans le programme sous le terme savoir-faire articulé de la démarche. Donc voilà les sujets qui sont à vivre via une démarche. Alors, je vous parlais de l'interdisciplinarité tout à l'heure, en disant bien que les sciences, elles sont propices à faire des liens avec d'autres disciplines. Donc voilà, donc l'enseignement des sciences peut intégrer le travail de savoir-faire et de savoir issus d'autres disciplines. En français notamment, donc il y a des liens avec l'écouter. Donc lorsqu'on écoute la personne ressource, donc on va pouvoir retenir l'information. Avec le parler, donc lorsqu'on interroge la personne ressource, ou alors lorsqu'on s'exprime face caméra. Donc on a parlé tout à l'heure d'utiliser les caméras pour pouvoir faire les structurations. Donc on va filmer les choses. L'enfant qui parle face caméra ou l'enfant qui interroge aussi, c'est le savoir parler. Le lire aussi est aussi activé. Quand on lit des images à la recherche d'informations, c'est aussi le savoir lire qui est activé. Toutes les traces, on active l'écrire quand on garde les traces. Il faut savoir aussi que la dictée à l'adulte, qui est importante, est aussi un savoir-faire en français. Alors, autre discipline, en mathématiques. Alors, en mathématiques, en formation mathématique, il y a aussi des ponts à faire. Donc, on peut mesurer, par exemple, la taille. Lorsque l'on fait pousser des graines de tournesol, par exemple, ou autre, on va mesurer la taille. On peut aussi classer les animaux par ordre croissant. Donc, c'est aussi une compétence en mathématiques. En formation humaine et sociale, là aussi, on va jouer sur explorer le temps et l'espace. Et donc, pour explorer le temps et l'espace, on peut utiliser des représentations du temps, comme le calendrier. Et donc, on va utiliser le calendrier lorsqu'on va noter ses observations durant la croissance des plantes. Je prends le jour 1, 1er septembre, jour 1, on plante notre graine. Donc, dans le calendrier, on écrit plantation de la graine. Et puis, le jour 3, 3 septembre, qu'est-ce qui se passe? On note nos observations. Et puis, le jour 7, qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà comment utiliser le calendrier, donc formation humaine et sociale, pour pouvoir être au service d'un apprentissage en sciences. Dans une autre discipline, en formation manuelle et technique, on va travailler sur la motricité fine. Et donc, par exemple, construire un objet technique, manche à air, un moulin à vent, etc. Donc, on peut construire un objet. On peut aussi, en formation manuelle technique, utiliser des objets technologiques. Donc, utiliser l'appareil photo, la caméra, la tablette, il faut savoir manipuler l'objet, comment ça fonctionne, etc. Donc, ça, c'est aussi une compétence en formation manuelle et technique. Éducation plastique. Alors là, en éducation culturelle artistique, il y a aussi pas mal de projets que l'on peut mener, notamment la construction d'un théâtre d'ombre. Donc là, vous voyez sur la gauche, il y a le visuel d'un reportage qui est déposé sur YouTube. C'est tout le projet d'une école qui a construit un théâtre d'ombre. Et donc, en construisant ce théâtre d'ombre, on voit qu'on peut allier des compétences en éducation plastique, en mathématiques, en formation manuelle et technique. Donc, on peut y mener pas mal d'apprentissage dans différentes disciplines, mais notamment donc, en éducation plastique, pour pouvoir construire ce théâtre d'ombre. Et donc là, vous avez le lien, ici en dessous, vous avez le lien YouTube qui vous permet d'aller voir tout ce projet d'école qui peut peut-être vous intéresser aussi pour pouvoir mener notre école ce genre de projet. Alors à présent, je vais terminer par vous donner quelques sites qui peuvent vous aider à construire vos activités d'apprentissage.
Le premier site, c'est le site de l'AS Belle Hypothèse. J'avais évoqué tout à l'heure Sabine Darro. Et donc voilà, l'AS Belle Hypothèse, c'est belge, ça se trouve à Liège. Et donc sur le site hypothèse.be, vous avez des fiches d'activité. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces fiches d'activité. L'AS Belle Hypothèse a un deuxième site qui s'appelle sciencesencadence.be. Et Science en Cadence, vous avez tous des dossiers thématiques. Alors, l'AS Belle Hypothèse a pour mission notamment de former les enseignants. Donc, vous y trouverez aussi des dates de formation pour vous, enseignants. Donc, ce n'est pas trop pour venir en classe faire avec vous, c'est plutôt pour vous former, pour que vous puissiez, vous, être autonome alors avec vos élèves en classe. Donc, n'hésitez pas à consulter aussi pour aller voir des projets qui ont été menés et des dates de formation pour peut-être vous inscrire. Et ici, vous avez aussi la possibilité sur le site de vous inscrire à leur newsletter. Donc, n'hésitez pas. Et donc, il faut savoir aussi que Sabine Darro a participé à l'écriture du référentiel de sciences avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, elle est tout à fait au clair avec les attendus. Au niveau des pistes didactiques 2015, donc là, donc peut-être que vous êtes au courant, en 3e et 5e primaire, en début d'année, vers octobre, vos collègues font passer des épreuves aux élèves, ce qu'on appelle les évaluations externes non certificatives. En 2015, le sujet, c'était les sciences. Et donc, suite à la passation de ces épreuves et après à la correction, la Fédération Wallonie-Bruxelles écrit des pistes didactiques. Et dans ces pistes didactiques de 2015, eh bien, on trouve plein de ressources pour pouvoir vivre une démarche avec les élèves. Donc, les sujets qui sont traités puisque c'est 3e et 5e primaire, ça ne concerne pas les maternelles, mais par contre, la méthodologie pour vivre une démarche est tout à fait intéressante pour vous en maternelle. Donc là, je vous invite soit à télécharger le document sur le site enseignement.be ou à demander à vos directions, parce que les fameuses pistes didactiques, eh bien, on les reçoit en version papier dans les écoles. Et donc, en général, moi qui étais directrice, je gardais ces documents, donc j'en donnais aux enseignants et j'en gardais dans mon bureau. Donc, probablement que vos directions ont aussi ces pistes didactiques à disposition dans leur bureau. Vous avez également d'autres sites comme empreinte.be, découverte.be, qui sont intéressants, qui proposent des activités, mais attention, là, il faut faire le tri, parce que parfois on dit adapté au maternel, mais donc allez voir si ce contenu d'apprentissage fait partie des attendus réellement du programme maternel, parce que parfois ce n'est pas le cas. Donc il faut faire le tri, mais en tout cas, il y a des activités proposées intéressantes. De même que sur le site de Crier-Moucron, donc le Crier, c'est le Centre régional d'initiation à l'environnement. Donc ça, c'est celui de Moucron qui a un site qui est crier-moucron.be, mais il y a d'autres Crier dans plusieurs régions de la Wallonie, donc n'hésitez pas, peut-être qu'il y en a un près de chez vous aussi. Et donc sur le site ici, crier-moucron.be, il y a aussi des activités proposées, donc n'hésitez pas à consulter. Tout ce que je vous ai montré, c'était belge. Maintenant, je démarre sur le volet français. La fondation La Main à la Pâte, donc là il y a un site internet, et là aussi il y a des fiches d'activités intéressantes pour vous en maternelle. Le site français de l'éducation nationale, donc eduscol.education.fr aussi, contient des ressources intéressantes. Et alors le site que je vous ai mentionné tout à l'heure, Un jour une question, c'est une chaîne YouTube avec des petites vidéos qui sont vraiment comme des petits slogans publicitaires qui sont intéressants pour faire émerger le questionnement auprès des élèves. Donc voilà quelques ressources, il y en a probablement d'autres, mais donc voilà, ça c'était un petit aperçu. Alors voilà, donc ici se termine cette petite information au programme. Donc suite à l'écoute de cette vidéo, ou bien plus tard, lorsque vous manipulerez le programme, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Donc ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, dans 6 mois, peu importe. Donc n'hésitez pas. Comme je vous l'ai mentionné, je suis la référente sciences pour le service de production pédagogique. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Voici donc mes coordonnées. Donc c'est catherine.hubinon@cegec.be. Et donc je répondrai avec grand plaisir à vos questions. On peut même s'organiser une petite visio si nécessaire. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, donc ici s'achève cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle découverte du programme. Au plaisir, à bientôt!